Obe tirisoye mbastengaler kana yiragalele. Sombe burkina fa ya tono sorina. Tono calore, tono calore, tono calore, yeah. Poronin tawre ya tono, guavalarit go ya tono. Halle, 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 friend. Vere pe wa men nam pasi ampanga. Ni oto wenem sambisi tia artist Osmane. Ya nyam musicien ninga sen yina ton kanan loe ton palora ya handat man boy en king Burkina be ma pelense on komborodo ti gomme ngoto no ya zaptewo la wen la yam fa gilli I pusugo I dose I rodo zabra ton nan ton zabra Burkina ya ne da yemar kama fo ya moa fo ya silmiya fo ya goronga fo ya ragabga fo ya busanga fo wanti ya bunninga fa gilbu banga sa ti tenga yel pakafo inata bange ti ton tenga ya burkin bitenga asoma pama ton fa gitelgo fo be tenga kati fo be tentato bang ti fo no gomra fo action fo so man buminninga asoma kienbwen tenga nan pam lafi donc ton so men yiki nata ba njeti tenga pama lafi wa ti burkina ha ya ne dunna ayaton fa ginere a han leben same ibang sa teton fa gile nan kongwe burkin bilkidem ti burkin ketta zire yabaram tenga samdam tenga ton nan ton zabra. Au sommaire de cette édition, la paix prônée dans le monde et au Burkina Faso ce 21 septembre, la commémoration de la Journée internationale de la paix et de la tolérance donne l'occasion au ministère en charge de la justice d'engager davantage le rôle et la responsabilité des communautés pour une éducation aux valeurs endogènes. Les échos de la célébration en ouverture de journal. À suivre dans ce 20h, les grandes lignes de l'adresse du président Assimi Goïta aux Maliens, adresse à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, adresse dans laquelle il fait un tour d'horizon des questions majeures allant de la lutte contre le terrorisme à l'amélioration des conditions de vie et des populations. Une question à la une de cette édition, quel syndicalisme au Burkina Faso confronté à des défis existentiels? Interrogation faite à l'occasion de la commémoration des 50 ans de la Confédération syndicale burkinabé. 5 décennies de combat pour une justice sociale marquée par plusieurs activités, dont un hommage aux dévanciers. Pour l'éducation des enfants, ceux de son village en particulier, Aïcha Tremblay et DJ Domi étaient sur scène ce vendredi. Un concert qui se voulait celui d'une mobilisation sociale pour la scolarisation des enfants de vie. L'ambiance du concert caritatif en fin d'édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Un retour à une éducation aux valeurs endogènes pour construire un Burkina de tolérance et de paix. Le ministère en charge de la justice est convaincu de la nécessité et engage davantage le rôle des communautés dans cette quête. C'est au travers d'une conférence publique hier dans la cité des Cavaliers Rouges. L'occasion est celle de la commémoration de la Journée internationale de la paix et de la tolérance. La synthèse des échanges avec Salifou Belem et Isia Kanana. Quel rôle et quelle responsabilité des communautés pour une éducation aux valeurs endogènes de tolérance et de paix? La préoccupation réunie dans cet amphithéâtre archi-comble de l'université Norbert Zongo de Koudougou, étudiants, autorités administratives, membres du gouvernement, leaders coutumiers et religieux de la région du centre-ouest. Face à eux, des panélistes avertis. L'éducation aux valeurs endogènes de tolérance et de paix prend ses racines au sein de la cellule familiale avec la femme comme élément moteur, soutient d'entrée de jeu la sociologue Delphine Bikaba. L'amour mère-enfant est important. Ça permet à l'enfant qui s'est senti aimé de donner de l'amour et également quand il sera un adulte. Voilà. On a parlé aussi du rôle de la femme éducatrice, éducatrice par excellence, parce qu'elle est celle qui intervient dans la socialisation de l'enfant. Une société de paix et de tolérance qui ne saurait également se construire
sans les jeunes. Une jeunesse appelée à s'abreuver à la source des anciens, selon le président du conseil provincial de la jeunesse du Bulkindé. Il n'y a pas assez de modèles, mais des modèles, il en existe quand même. C'est la raison pour laquelle il faut trouver donc les bons modèles, les approcher et apprendre d'eux avant que malheureusement le temps ne puisse donc nous les arracher. Moussa Bakouan lui appelle les leaders coutumiers et religieux à battre le rappel des populations de leur ressort territorial pour construire un Burkina Faso de paix. Et ces coutumiers-là doivent montrer aux jeunes qu'il y a des choses sacrées, il y a des interdits, il y a des totems. Et lorsque on bafoue ces choses-là, en réalité, on ne peut pas prôner la paix. Cette conférence publique est initiée par le ministère de la Justice et des Droits humains. Objectif, susciter un éveil, une prise de conscience collective de toutes les couches de la société pour bâtir ensemble un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale et de tolérance pour les générations futures. Ce message qui est véhiculé, à savoir la célébration des valeurs endogènes, pour promouvoir la paix et la tolérance, pourrait atteindre tous les 4 coins du Burkina Faso et particulièrement de la région du centre-ouest, pour qu'ensemble nous puissions comprendre que c'est en repartant puiser dans la sève nourricière de nos valeurs endogènes que nous pouvons beaucoup plus rester solides et avoir une société qui peut amorcer un véritable développement. La conférence publique de Koudougou se tient dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la paix et de la tolérance. Une journée dont le temps est donné tôt dans la matinée par une course cycliste. Un coup de pédale dans les artères de la cité des Cavaliers Rouges lancé par le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rintalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est par un panel que les jeunes faiseurs de paix ont marqué le 21 septembre, Journée internationale de la paix et de la tolérance, un cadre de réflexion qui se voulait un appel à une prise de conscience individuelle et collective sur la nécessité de préserver la paix et prévenir la radicalisation. Le compte-rendu de Bernard Kombelem, Fanta Ouattara et bienvenue Tonsa. Une tribune de réflexion et d'échange en vue de la construction d'une cohésion sociale et d'un vivre ensemble solide au Burkina Faso. Une initiative de l'association Jeunes Faiseurs de Paix à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la paix. Des jeunes qui invitent l'ensemble des Burkinabés à l'union sacrée, à la solidarité et à la fraternité. Et en plus des efforts que font nos forces de défense et de sécurité au prix de la sueur et du sang sur le terrain du combat, nous devons, en tant que Burkinabés, nous qui sommes restés en ville, avoir aussi un comportement résilient de façon individuelle qui promeut la paix et qui doit concourir en tout cas à unir davantage les Burkinabés. Non seulement dans notre façon de nous comporter, non seulement dans notre façon de nous exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de façon privée. Au menu de cette rencontre, 3 communications. Elles portent sur la promotion de la laïcité, l'éducation à la paix et le rôle des jeunes dans la construction d'une paix durable. Il est important que les Burkinabés puissent parler de paix, parce que la paix, comme l'a dit le président, c'est une construction de longue haleine. Et il faut être dans une dynamique de concertation, dans une dynamique de dialogue, dans une dynamique d'interrelation entre toutes les composantes sociales du pays pour que nous puissions nous comprendre et marcher pour la paix, avec la paix, afin que le développement puisse être une réalité au Burkina Faso. L'association Jeunes Faiseurs de Paix existe depuis 2019. Elle œuvre pour le dialogue interculturel et religieux et compte plus d'une 50aine de membres. Fin des travaux du 2e forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabé, fin de 2 jours d'échange sur la pleine participation des Burkinabés de l'extérieur à la construction de l'économie nationale sanctionnée par des recommandations. Quelques-unes dans ce compte-rendu de la cérémonie de clôture signée de Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Salam Dabal. C'est le dernier acte du forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabé. Après 2 jours de réflexion et d'échange, les travaux sont sanctionnés par plusieurs motions et résolutions, le tout assorti de recommandations. Les participants à la 2e édition du Forum des entrepreneurs de la diaspora recommandent la mise en place de mécanismes simplifiés pour l'investissement des entrepreneurs de la diaspora au Burkina Faso, notamment des guichets uniques pour les démarches administratives et des incitations fiscales. La création d'un fonds d'investissement de la diaspora
dédiés aux projets innovants et aux PME dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, les énergies renouvelables et les technologies, afin de canaliser les capitaux de la diaspora vers des initiatives locales. À l'heure du bilan, donc, c'est la satisfaction qui anime tous les acteurs au regard des résultats engrangés. Le bilan est au-delà de nos attentes. Quand les recommandations ont été lues, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères a promis de relayer ça au niveau du plus haut niveau et qu'effectivement, à partir de maintenant, un travail sera fait quotidiennement, j'allais dire, de manière pérenne pour que la diaspora puisse revenir au pays. Et notre objectif, c'est ça. C'est une initiative qui permet non seulement de valoriser la diaspora, mais de les rassembler en un temps pour discuter sur comment est-ce qu'on peut optimiser la contribution de la diaspora. Et je suis là pour apporter le message de solidarité de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, qui a fait de la diaspora un des leviers des politiques publiques. Les entrepreneurs de la diaspora burkinabé se quittent sur une note d'espoir, l'espoir d'une pleine participation à la construction du Burkina Faso. Lui constitue un acteur majeur de l'économie nationale. Il s'agit du Conseil national du patronat qui se veut plus proche de ses membres, une volonté affichée à travers la mise en place des conseils régionaux. Celui du Centre-Est, réuni en Assemblée générale constitutive le 19 septembre dernier, a porté son choix sur Fasnewende Minungu pour diriger le conseil régional. Présentation du bureau avec Hassan Gebre et Téné Blandine Yaro. Voici le président du conseil régional du patronat burkinabé du Centre-Est, Fasnewende Minungu, dit Prince Hakim. Il est à la tête d'une équipe de 12 membres, dont 2 femmes. L'équipe a la charge de promouvoir et de redynamiser l'économie locale et de placer la région en tête du développement au Burkina. Des défis que Prince Hakim et son équipe comptent relever avec l'esprit de collaboration et de résilience des acteurs économiques de la région. C'est une grande joie pour nous d'avoir été mandatés ce jour pour diriger le conseil régional du patronat burkinabé. Nous plaçons ce mandat sous le signe de la confiance et de la paix. Voilà pourquoi nous sommes tous de blanc vêtus. La confiance est incontournable pour une bonne gestion des affaires. Le vice-président du Conseil national du patronat burkinabé, chargé des régions, a félicité la nouvelle équipe pour son élection et formule quelques conseils au nouveau bureau. Le Conseil national du patronat burkinabé est comme un syndicat qui défend non seulement les intérêts des commerçants, mais œuvre pour le développement économique du pays. Ce n'est pas seulement les 12 membres du bureau qui font le patronat régional, c'est tous les hommes et femmes d'affaires de la région. Le bureau est un relais pour le niveau central et reçoit les préoccupations de tous les commerçants. Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a salué l'initiative de décentraliser le Conseil national du patronat burkinabé et dit compter sur le bureau régional pour que la région du Centre-Est soit à la tête en matière de développement au Burkina. Sur le chantier du développement et pour une plus grande inclusion financière de toutes les couches sociales, Islamic Finance Group ouvre ses portes dans la cité des Cavaliers Rouges. Reposant sur les préceptes de la finance islamique, IFG propose plusieurs produits de la microfinance allant du financement participatif au logement en passant par l'épargne. La coupure du ruban avec Salifou Belem et Isia Kanana. L'IFG, Islamic Finance Group, ouvre officiellement ses portes dans la cité des Cavaliers Rouges, un établissement de microfinance bâti autour de la finance islamique qui se veut un pilier pour le développement économique local dans le centre-ouest, offrant des produits adaptés aux besoins des populations. Le financement participatif, le financement du secteur agricole, les produits de vente, la réalisation d'infrastructures pour les clients, entre autres. La particularité de l'agence de Koudougou ici, c'est que nous avons initié un produit qui est en lien avec l'Ijara, qui est la location d'un site
d'hébergement qui permet à ceux qui sont du passage de pouvoir avoir un cadre assez intéressant et pouvoir faire un séjour le plus réparti. Islamic Finance Group entend donc offrir à sa clientèle du centre-ouest des produits financiers éthiques et responsables, soutenir les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises locales dans leur croissance et aussi promouvoir la culture de la finance islamique dans la région du centre-ouest. La finance islamique vient combler un grand vide dans l'écosystème économique actuel avec plus d'éthique, d'équité, de transparence et de justice, tout en excluant personne pour ses convictions religieuses. Elle vient ainsi à point nommé augmenter l'offre de financement de la région, mais mieux, IFG vient apporter une nouvelle touche à la manière de financer et de rémunérer les épargnes. Cela représente une avancée qui, je le crois, ouvre une nouvelle ère de proximité financière pour nos citoyens. Avec 2 agences implantées à Ouagadougou et une à Bobo-Dioulasso, Koudougou est la 3e ville à accueillir Islamic Finance Group. Une 4e agence qui suscite l'engouement avec plus de 400 comptes déjà établis avant son ouverture officielle ce jour. Le Mali célèbre ce 22 septembre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion, le président Assimi Goïta s'est adressé hier aux Maliens, une adresse dans laquelle il a fait un tour d'horizon des questions majeures de la lutte contre le terrorisme à l'amélioration des conditions de vie des populations, sans oublier la redynamisation de l'économie. Les grandes lignes de son discours avec Mahamoudou Kone. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. L'indépendance et la souveraineté vont ensemble. Voilà pourquoi, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, le président de la transition réaffirme son engagement à reconquérir une véritable souveraineté du pays, comme voulu par le président Modibo Keïta et ses compagnons qui ont tracé la voie. Pour atteindre cet objectif, il faut un pays sécurisé et stable. Les autorités de la transition s'y attellent à travers, selon le colonel Assimi Goïta, la grande opération stratégique de reprise de terrain conduite par les forces armées maliennes et visant à restaurer l'intégrité territoriale du pays. Le redéploiement des forces à Ber, Tessalit, Anefis, Kidal et Aguelok en est un témoignage éloquent. Rien ne saurait freiner cet élan, ni même les attaques terroristes du 17 septembre. Des attaques qui, pour le chef de l'État, rappellent l'impérieuse nécessité de rester vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. S'inclinant devant la mémoire des disparus et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le colonel Goïta salue le professionnalisme des forces d'intervention. Les efforts vont se poursuivre, ajoute-t-il, pour mieux équiper les forces de défense et de sécurité, tout en mettant les hommes dans de meilleures conditions. Malgré l'augmentation des dépenses militaires, l'État fait des efforts pour une bonne gestion des finances publiques et l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité, sans compter les mesures prises pour une agriculture performante. Parallèlement, et dans le cadre de la lutte contre l'impunité, le président de la transition annonce la mise en œuvre de certaines mesures, comme la relecture du code pénal, du code de procédure pénale, ainsi que l'adoption par le Conseil des ministres du projet d'ordonnance portant statut de la magistrature. La construction et l'équipement d'infrastructures sanitaires, de même que des actions de solidarité, visent à soulager les populations, selon le chef de l'État, qui indique que tout est mis en œuvre pour une bonne gestion des crises et catastrophes, à l'image des inondations qui ont fait des dégâts matériels et humains dans plusieurs localités du pays, poussant les autorités à décréter l'état de catastrophe naturelle. Le président de la transition souligne aussi les investissements dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur, mais aussi dans la formation professionnelle et dans les infrastructures sportives. Une autre préoccupation des Maliens, la crise énergétique. Sur ce plan, le colonel Assimi Goïta rappelle les projets de construction de centrales solaires. La diplomatie malienne est restée active, avec notamment le renforcement des relations avec les partenaires stratégiques, précise le président de la transition. Il invite enfin les Maliens à participer à la réussite des prochaines élections pour le renouveau du Mali. Je souhaite un joyeux 64e anniversaire à toutes les Maliennes et à tous les Maliens dans la paix et dans la concorde.
Bonne fête d'indépendance à tous les Maliens du Burkina, particulièrement à ceux de la cité de Nabakango. Ils sont estimés à 20 000 âmes réparties dans des secteurs d'activité comme le commerce, l'agriculture et la pêche. Ils disent vivre en parfaite harmonie avec les communautés hôtes depuis 1890, date d'arrivée des premiers Maliens à Waïguia. Présentation de cette communauté avec Karim Iliboudou et Xavier Belem-Négré. Ils sont nombreux, ces Maliens installés dans la région du nord du Burkina Faso qui vivent en parfaite harmonie avec les populations hautes. Si certains sont dans le commerce, d'autres sont dans l'agriculture ou encore dans la pêche. Nous sommes nés ici et notre activité principale c'est la pêche. Nous avions bénéficié d'une formation en pisciculture. Depuis lors, nous y avons associé l'élevage des carpes. Moi, je suis né ici. Mon père est venu ici, il n'avait pas 5 ans. Ils ont suivi la grande sœur qui était mariée au premier imam de Waïguia. Ma famille est au Burkina depuis 1890. La Haute-Volta n'était même pas créée. Parce que la Haute-Volta est créée en 1919. Moi, ma famille est venue 29 ans avant. Et mon père fut le premier inspecteur de l'enseignement du premier degré de ce pays. Déjà bien intégrés à Waïguia, ils tiennent des rencontres régulièrement pour échanger sur les nouvelles du pays et aussi pour maintenir les liens culturels et familiaux. Parce que nous, par exemple, nos rencontres là, mensuelles, là, on essaie d'associer à chaque fin du mois une autre communauté étrangère. Ce n'est pas l'AS seulement, que ce soit ivoirienne, que ce soit nigérienne, sénégalaise, ghanéenne, togolaise ou béninoise. C'est pour qu'ensemble qu'on sache que bon, la communauté malienne qui est ici, parce que nous sommes la communauté la plus nombreuse à Waïguia ici. Ces Maliens du Burkina saluent la création de l'Alliance des États du Sahel et invitent les autorités à travailler davantage pour unir les deux peuples. Et dans la mesure où, avant même l'arrivée des colons là, il y avait le brassage entre les différentes communautés, que ce soit étrangères, parce qu'en son temps, comme le Mali n'existait pas, la Haute-Volta n'existait pas. Mais bien avant ça, le brassage existait entre les différents peuples. Ces Maliens de Waïguia souhaitent vivement que la paix revienne dans l'espace AES afin qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Amélioration de l'offre des soins de santé, Rayongo, un quartier de la ville de Ouagadougou, bientôt doté d'un centre de santé communautaire. Le centre dont la pose de la première pierre a été faite hier est l'œuvre du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, soutenu par le ministère de la Santé et les communautés. Le démarrage des travaux avec Seydi Larehien et Moumouni Wanga. Un geste symbolique, mais d'une grande portée pour les populations du quartier Rayongo. Il symbolise là le démarrage des travaux de construction d'un centre de santé communautaire dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Un projet de longue date du RENED, Réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, qui se concrétise. Dans 6 mois, trôneront ici un centre de santé de type R+1, une maternité et un réseau d'adduction d'eau potable, le tout sur une superficie de près de 5000 m². Et nous avons inspecté que dans la zone, il y a peu de formations sanitaires. Donc il était important pour nous de réfléchir pour mettre en place une initiative qui pourra profiter à la population. Ils ont commencé déjà à faire les touraisons et donc pour nous c'est un dispositif qui est lancé et que nous pensons que vraiment d'ici les 6 mois on pourra vraiment bénéficier de ce centre de santé. Il sera fonctionnel. Une infrastructure aux normes requises en la matière rassure les responsables du RENED. Avec une capacité d'accueil de 40 lits, ce centre communautaire va sans doute améliorer l'offre de santé dans cette partie de la capitale. En matière d'infrastructure sanitaire, on n'en a jamais assez. Alors, cette structure qui va être créée répond aux normes et aux exigences du ministère de la Santé. Elle va offrir les services essentiels de santé et de nutrition. Le coût des travaux s'élève à 500 millions de francs CFA sur financement paritaire de 4 entités. Le RENED, le ministère de la Santé, les communautés elles-mêmes et les partenaires techniques et financiers. La cérémonie du jour sert également de cadre pour cette remise de kits d'hygiène d'une valeur de 25 millions de francs CFA au profit des veuves des volontaires pour la défense de la patrie.
Elles reçoivent également la somme de 1 million de francs CFA des mains du premier responsable du RENED. Venons-en à cette interrogation. Quel syndicalisme au Burkina Faso confronté à des défis existentiels? Le débat est ouvert à l'occasion de la commémoration des 50 ans de la Confédération syndicale burkinabé. 5 décennies de combat pour une justice sociale marquée par plusieurs activités, dont un hommage aux dévanciers. Les temps forts de la commémoration avec Alassane Kenrebeugo et Epini Dienyanou. Les militants et sympathisants de la Confédération syndicale burkinabé CSB commémorent ici les 50 ans de leur existence. Des panels, des témoignages d'anciens ou encore le bilan de la lutte pour la liberté et les meilleures conditions de vie des travailleurs du Burkina Faso sont à l'ordre du jour de cette commémoration. Ce qui est récurrent au niveau de la CSB, c'est que la CSB s'est toujours battue pour la justice sociale, pour la solidarité entre les travailleurs et les différentes composantes du peuple burkinabé pour pouvoir avoir un développement endogène qui profite à tous les Burkinabés et surtout aux travailleurs. La Confédération syndicale des Burkinabés a vu le jour en 1974. Les dirigeants de la structure appellent à l'unité nationale. Contexte national oblige. Nous avons appelé à l'unité de tous les Burkinabés pour booster le terrorisme hors du Burkina, au sacrifice nécessaire pour que notre peuple puisse se défendre. Donc nous continuons toujours dans cette dynamique à dire que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de défendre notre territoire. Le cinquantenaire de la Confédération syndicale burkinabé, c'est aussi ces tableaux d'hommage offerts aux dévanciers. Et pour mémoire, ce fascicule est confectionné pour la nouvelle génération. Un fascicule qui retrace le parcours de la CSB. Du côté de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina, l'heure était au renouvellement des instances dirigeantes. Le 14e congrès ordinaire a servi de cadre à ce renouvellement et au bilan des 4 années de gestion du bureau sortant. On fait le point avec Franck Ouedraogo et bienvenue Tonsar. L'heure du bilan au 14e congrès ordinaire de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina CNTB. Après 4 ans de gestion, l'exécutif sortant dresse une situation satisfaisante malgré le contexte sécuritaire difficile. Une confédération qui enregistre entre autres acquis l'adhésion de 7 nouveaux syndicats. Nous avons réussi à redynamiser la plupart de nos structures professionnelles. Quand je parle de structures professionnelles, ce sont les syndicats, ce sont les fédérations. Et également, nous avons renouvelé la plupart de nos sections provinciales, dans la mesure où ce sont des structures interprofessionnelles décentralisées. Nous avons aussi mis l'accent sur la formation. Et ces formations-là ont concerné la plupart de nos membres dans toutes les régions du Burkina. Des acquis certes, mais les défis demeurent. Pour l'équipe dirigeante entrante, il faut faire face à des difficultés telles que la rareté des ressources financières, les difficultés de recouvrement des cotisations, et la faible fréquentation et animation des sièges provinciaux. Parlons à présent valorisation de l'expertise publique et nous levons un coin de voile sur la stratégie nationale en la matière. C'est en compagnie des stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle publique de la ville de Sia, invités à s'approprier l'outil qui fait la promotion de l'argent public tant au plan national qu'international. Précision avec Betty Bienaon et Ismaël Satune-Paré. La transparence et la compétence, les maîtres mots à cette conférence publique et qui traduisent à souhait la vision des autorités de la transition à travers la stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique, un référentiel qui prône davantage une ressource humaine de qualité au Burkina Faso pour une administration publique saine. Ce rendez-vous avec ses stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle publique de Bobo-Dioulasso vise à montrer les avantages et les opportunités que cette stratégie offre aux agents publics burkinabés. La stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique vise à faire la promotion de l'agent public et à faciliter son placement au niveau international. Et cette conférence publique vise à traduire cette stratégie-là aux agents publics de la région des Hauts-Bassins et aux stagiaires aussi. La bonne gouvernance et la transparence dans les affaires publiques
passe nécessairement par une ressource humaine responsable, voire de qualité. C'est pourquoi il faut se départir de tout comportement malsain qui compromet les bonnes pratiques en matière de recrutement. Il y a de cela 2 mois, le ministre d'État a publié un communiqué où il a décidé de recruter 15 agents publics à qui nous allons donner une formation afin de pouvoir postuler à des postes à l'international. Nous pensons qu'à l'issue de cela, des Burkinabés auront la chance d'y aller et dès lors qu'ils y iront, ils devront avoir l'obligation de penser à leur pays parce que leur pays aura fait quelque chose pour eux. La stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique entend cultiver un nouveau type d'agent public de l'État pourvu de toutes les valeurs républicaines. Cela en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. De nouveaux modules dans la formation à l'École nationale d'administration et de magistrature. 11 nouveaux modules dont l'introduction dans les curricula de formation a été actée ce 19 septembre dans la cité des Cavaliers Rouges. Sur cette nouveauté, nous en savons davantage avec Gérard Sommet et Sonia Kokti. Les 11 modules en question ont été tous validés avec succès. Cette séance de validation avec les experts intervient après l'étape de Boubou Dioulasso qui a consisté à l'élaboration des modules. Ils sont destinés notamment aux administrateurs civils et secrétaires administratifs. Nous avons eu au total affaire à 11 modules de formation qui concernent notamment les aspects liés à la gestion foncière, à l'aménagement du territoire, à la gestion des conflits communautaires, aux questions d'information par exemple dans les zones frontalières et enfin aussi à l'intelligence territoriale. Vous imaginez que c'est des questions vraiment d'actualité et qu'en tant que futur administrateur ou agent de collectivité, ça va permettre aux élèves vraiment de mieux comprendre la situation et d'être en phase avec les réalités du moment et pour pouvoir vraiment être efficace sur le terrain. Tout le processus a été possible avec l'accompagnement des partenaires tels que la coopération allemande. Et les travaux sont un succès selon les responsables de l'ENAM. Il y a un travail formidable qui a été fourni par les experts parce que les notes qui ont été attribuées à ces différents modules le témoignent également. On a des notes qui vont de 47,50 à 49,50 sur 50. Donc ça veut dire que c'est vraiment un travail formidable et nous nous réjouissons vraiment de la qualité de ce travail qui a été produit par les experts. À la suite d'une relecture des programmes de formation, l'ENAM a adopté son nouveau référentiel en début septembre et les 11 modules validés ici sont déjà pris en compte dans les curricula qui seront implémentés dès la rentrée prochaine en octobre. Et dès la rentrée prochaine, les élèves vont découvrir des cahiers à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré et bien d'autres personnalités de l'histoire contemporaine du pays. Un hommage à ces hommes qui marquent notre histoire commune, matérialisé par le projet Ensemble pour une éducation au service du patriotisme. Allons à la rencontre des acteurs du projet dans ce dossier signé de Moussaki. Sur la couverture de ces cahiers, l'effigie du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais pas seulement le président du Faso. Il y a la photo du feu capitaine Thomas Sankara, celle de l'intrépide VDP Feladi Yoro de Titao et une troupe de VDP, un manuel scolaire qui renferme un sens hautement patriotique de la vie des porteurs du projet Ensemble pour une éducation au service du patriotisme. Nous tenons grâce à nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, comment les magnifier? Et nous avons pensé élaborer ce projet-là pour les magnifier d'abord et offrir ces cahiers aux enfants démunis tout en stimulant leur patriotisme dès le bas âge. Et on a d'abord fait des démarches auprès du ministère pour acquérir d'abord des autorisations qui nous permettent d'utiliser ces images-là. Aux côtés de l'association Contribution du peuple pour l'éducation et la santé, porteuse de l'initiative, Adama Amadé Seguiré. Le projet l'a convaincu et son engagement a bien des explications. Nous avons ici un cahier qui porte l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré, qui est dans un champ.
Et quand vous regardez, c'est un champ de blé. Et quand les enfants vont voir ça, et quand on va leur dire que c'est le président de Faso, ils vont se dire, mais donc on peut être président et puis cultiver. Et cette image va fortement marquer les enfants, qui vont savoir que même quand ils vont devenir cadres, l'intellectuel c'est quelqu'un qui produit, le cadre c'est quelqu'un qui produit quelque chose pour sa société. Donc j'ai décidé vraiment de porter l'initiative, parce que c'était tout mon combat. La réforme, pour ne pas dire la refondation du système éducatif. L'ambition pour 2024, produire 1 million de cahiers pour doter les élèves vulnérables sur toute l'étendue du Burkina Faso. 3 imprimeries, dont 2 pour des partenaires de l'initiative, sont engagés pour la concrétisation de ce projet, selon le coordonnateur. Le projet n'est même pas au-delà de nos attentes. Actuellement, les gens appellent, les commandes là sont énormes, où on est déjà à plus de 400 000 cahiers. Nous voulons que dans toutes les écoles de Burkina Faso, les enfants, surtout à l'école primaire, aient ces cahiers-là dans leur sac dès le 1er octobre pour aller à l'école. L'initiative patriotique est née. Elle suit son bonhomme de chemin avec chaque jour ses nouveaux adhérents. Adama Amadé Sigiré et ses amis veulent aller plus loin. Ils appellent les Burkinabés à un engagement. Donc si on se met ensemble, on peut relever tous les défis. Donc c'est pourquoi nous passons le message de nous accompagner à ce que les gens comprennent le message qu'il y a. C'est inculquer le patriotisme aux enfants. Nous appelons les bonnes volontés, les Burkinabés, les patriotes, ceux qui aiment le Burkina Faso, à contribuer pour que nous puissions imprimer les cahiers pour les distribuer gratuitement. Je dis bien que ces cahiers ne seront pas dans les librairies, et celui qui trouve ces cahiers dans les librairies doit savoir que ce sont des gens qui veulent faire de l'escroquerie. Mais en attendant, les initiateurs saluent ces hommes et femmes qui ont déjà manifesté leur soutien à l'initiative. Un projet qui entre dans la concrétisation du slogan « Produisons et consommons burkinabé ». Il se veut également un moyen d'éducation civique au Burkina Faso. Les élèves et les enseignants les plus méritants de la région du centre étaient à l'honneur vendredi dernier. 66 acteurs sont repartis de la journée d'excellence avec des présents de diverses natures. Le compte-rendu de la cérémonie de récompense avec Franco Ouedraogo, Sayouba Soré et Benewende Frédéric Nikima. Ils sont au total 23 élèves, 23 enseignants et 20 acteurs de la circonscription d'éducation de base à voir leur mérite reconnu à l'occasion de cette journée de l'excellence scolaire dans la région du centre. Les élèves qui ont totalisé plus de 8,80 de moyenne au CEP session 2024 reçoivent chacun des vélos et des kits scolaires. Le super enseignant lui répare avec une moto, une enveloppe financière et une attestation. J'ai fait 7 ans au privé, 22 ans dans la fonction publique. C'est aujourd'hui vraiment que je suis réellement très content, naturellement après avoir reçu un prix du Burkina Faso le 23 août dernier. J'ai beaucoup bossé, j'ai fait assez d'exercices, j'écoutais attentivement le maître. Et aussi, je m'étais fixé un objectif. Cet objectif était d'être la première de ma CEP. Mais Dieu merci, il m'a amené à être la première de ma CEP, mais aussi sur le plan régional. Sur plus de 77 000 candidats présentés au CEP session 2024, 66 000 sont admis, soit un taux de réussite de 85%. Des résultats satisfaisants comparativement à ceux de l'année 2023, évalués à 75% de taux de réussite. Le progrès de cette année est très significatif. Nous avons enregistré 10 points de plus. En ce qui concerne l'éducation non formelle, nous avons ouvert 73 centres d'alphabétisation et à l'évaluation certificative, 957 candidats s'étaient présentés et 600 ont été déclarés alphabétisés, soit un taux de réussite de 62,70%. La célébration de cette journée d'excellence régionale intervient après 9 années d'interruption. Elle se veut un tremplin pour booster la création d'élites, selon la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle. Le gouverneur de la région exhorte les acteurs à travailler à consolider ces résultats engrangés qui rehaussent l'image de la région en matière d'éducation. Permettre aux élèves de bénéficier de repas à base de produits locaux, mais aussi donner un coup de fouet à l'économie locale tout en stimulant l'agriculture, c'est ce à quoi s'est attelé le projet RIBO, un projet mis en œuvre depuis 2019 avec plus de 2 milliards de francs CFA investis. Le bilan du projet a été dressé le 18 septembre dernier et les précisions sont de Rasmane Zundi et Piniti Yanou. Le bilan du projet Faso RIBO est jugé satisfaisant.
C'est ce qui est ressorti de cette rencontre de Ouagadougou qui a réuni les acteurs de mise en œuvre du projet, les partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants des bénéficiaires. Nous sommes extrêmement satisfaits et nous sommes très reconnaissants aux autorités du gouvernement et à Catholic Relief Services. Nous sommes très fiers d'avoir pu les accompagner dans ce projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant qui a faim ne veut pas être un bon étudiant. Donc l'agriculture, l'alimentation scolaire et l'éducation sont vraiment liés et nous sommes très fiers d'avoir pu accompagner et le gouvernement et Catholic Relief Services. L'impact de ce projet va continuer dans l'avenir parce que dans l'année scolaire 24-25, qui va commencer bientôt, on va continuer à acheter localement des vivres qui vont au profit des cantines scolaires dans plus de 1000 écoles dans les zones de le centre-nord et plateau central. Donc l'impact continuera aussi. Plus de 400 écoles et 8000 élèves ont bénéficié du projet Faso Ribo à travers l'approvisionnement local des vivres pour les cantines scolaires. Un modèle de soutien à l'éducation et à la sécurité alimentaire qui répond à la politique du gouvernement burkinabé. Ça participe à la mise en œuvre de la politique de notre pays en termes d'approvisionnement et de mécanismes d'écoulement des produits agricoles, notamment à travers les achats institutionnels. Alors, ce mécanisme est produit au niveau de notre ministère dans le sens de traduire la disposition du consommant local dans les faits, parce que ça permet directement au niveau des écoles de pouvoir s'approvisionner au niveau des petits producteurs, mais aussi des moyens producteurs. Le plateau central et le centre nord sont les régions bénéficiaires du projet Faso Ribo. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au projet. L'ONG Catholic Relief Services est implantée au Burkina Faso depuis 1960. Pour l'éducation des enfants, ceux de son village particulièrement, Aïcha Tremblay et DJ Domi, étaient sur scène vendredi dernier. C'est un conseil qui se voulait celui d'une mobilisation sociale pour la scolarisation des enfants de vie, le village natal de Aïcha Tremblay. L'ambiance du concert avec Alassane Kendrebeogo et Romial Patrice Toé. Aïcha Tremblay, accompagnée de son acolyte de tous les jours, DJ Domi, en plein tremblement ici à Canal Olympia de Kissy. Nous sommes au concert caritatif dénommé « Et si on tremblait pour l'éducation des enfants ?» L'initiative vise la collecte de kits scolaires au profit des élèves défavorisés du village de vie et environnant. Tout d'abord, je veux dire merci à tout le monde. On est vraiment content, on a fait un concert, on est vraiment content tout le monde. Parce que ce village-là, c'est pas facile. Tu veux mettre ton enfant à l'école, après c'est bizarre. C'est pour ça qu'on va faire les kits scolaires, on va les donner au village. Notre objectif c'était pour atteindre les 1000 kits. Mais vraiment, grâce à le soutien des citoyens, on a dépassé les 1000. L'éducation est très très importante pour les enfants. Parce qu'à l'école, tu apprends beaucoup de choses. Parce que de nos jours, là, si tu n'es pas parti à l'école, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire. Aïcha Tremblay ne voudrait donc pas que des enfants ne puissent pas aller à l'école faute de moyens. Une initiative noble que Canal Plus Burkina décide donc de soutenir. L'éducation qui est un engagement sociétal, la culture à travers la musique est aussi quelque chose dans lequel nous nous investissons à fond. Donc on ne pouvait que accompagner un projet pareil qui nous permet d'atteindre un double objectif. On ne peut pas rester en marge de jeunes artistes qui aujourd'hui ont le succès, ont le buzz, mais ont décidé de marquer une pause et penser à leurs jeunes frères. Il y en a beaucoup qui ont eu l'occasion d'avoir des fournitures assez vite. Il y a d'autres encore qui vont peut-être pas avoir la chance d'aller à l'école par manque de moyens. Et penser ainsi, je pense que c'est important. Ce projet ici, on tremblait pour l'éducation des enfants, ne se résume pas seulement à la collecte de kits scolaires. C'est aussi un projet de construction de salles de classe pour le bonheur des écoliers de vie, village d'origine de Aïcha Tremblay. Fin de cette édition, avec elle, une semaine de présentation pour moi. Merci à vous qui avez été des nôtres. Retrouvez dans quelques instants Ruth Bini Ouattara et ses invités pour questions majeures. Bonne suite de programme sur nos antennes.